Je le disais, les journalistes de la RDC sont régis désormais par une nouvelle loi qui est entrée en vigueur le mois dernier. Cette loi fixe des nouvelles règles, notamment sur le profil des journalistes professionnels. Entre-temps, exercer le journalisme en RDC n'est toujours pas une tâche facile, faudra le dire, surtout dans les zones à conflit. Et d'ailleurs, à ce sujet, les autorités rappellent les chevaliers de la plume à la rigueur dans le traitement des infos à diffuser sur la situation de crise sécuritaire. Nous ne sommes pas le paradis ici. Plus un arbre monte, plus il attrape le vent. Dans un contexte de parti-État, le Zaïre de Mobutu avait dicté la pratique journalistique. Une seule télévision et une seule radio au son de cloches monocordes. Une presse écrite dont le président se faisait office d'éditorialiste, sinon de rédacteur en chef. Durant cette décennie, le journalisme était une profession favorisant l'exil après des publications fâcheuses dans les contextes de dictature. À l'époque de Mobutu, c'était un système autoritaire qui a été instauré avec une seule radio, une seule télévision qui étaient des médias d'État, avec la presse écrite qui était largement subventionnée par l'État. Des Mobutu au kabylisme, les choses n'ont pas vraiment changé. Une forme de répression qui ne dit pas son nom. On a assisté à une offensive des autorités contre la libre circulation des informations, bien plus à l'approche de la fin du mandat du président Kabila, qui était prévue le 19 décembre 2016. Plusieurs mesures de censure qui frappaient les médias et plus largement l'accès à l'information des citoyens congolais. C'est vrai que la liberté de la presse a évolué par moments en dents de scie et tout, mais dans le fond, les problèmes sont les mêmes. Ce qu'on avait décrié depuis, parce que peut-être que on dira comme c'est au Congo, on est un peu plus libre, mais dans le fond, dans la pratique, nous sentons que les mêmes velléités persistent. En 2023, la RDC a gagné une place par rapport au ranking de l'année précédente. Reporters sans frontières évoquent particulièrement une situation générale marquée par l'activisme du M23. Si nous sommes inquiétés, nous journalistes, nous ne saurons pas donner la vraie information à la population. Aujourd'hui, il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter, où il y a des terrains qui semblent être glissants, tout simplement parce qu'on est dans un état de siège. On vous dit qu'il y a des restrictions, il ne faut pas parler des questions des militaires. À un état de droit, le journalisme devra être le thermomètre, promesse de Félix Tshisekedi. Alors, il a fallu 4 ans pour palper les avancées. La 30e journée mondiale de la liberté de la presse était célébrée à Kinshasa sous les signes de la liberté d'expression, à l'épreuve de la situation sécuritaire en RDC, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Je suis heureux de constater, une année après les dites assises, que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. Les professionnels des médias dotés en avril dernier d'une nouvelle loi moderne, moins répressive mais plus contraignante, les cas de violence et abus contre le journalisme étaient en hausse. GED a recensé 124 cas d'attaques diverses contre le journaliste et les médias durant l'année 2022. Il s'agit de 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés, 18 journalistes agressés, 17 radios et émissions interdites, des journalistes enlevés et un journaliste tué. En effet, ces chiffres sont nettement en hausse comparativement à l'année 2021, où GED avait dénombré 110 cas et 116 cas en 2020. L'exercice de cette profession pourrait-elle s'exercer désormais en toute quiétude? La loi sur la presse de 1996 a été revisée en avril 2023 sur la base des recommandations des États généraux de la presse qui plaidaient pour un cadre légal plus moderne et plus protecteur pour les journalistes et les médias. La nouvelle loi durcit les conditions d'accès à la profession de journaliste. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. Toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent, suivi d'une pratique professionnelle de 3 ans dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Je ne suis pas convaincu qu'être mouton noir, c'est ne pas avoir un diplôme d'études en journalisme ou en communication. C'est pas ça. Dans cette globalisation, mondialisation, on ne devrait plus restreindre la chose de ce côté-là. Au contraire, le journalisme moderne, précisément, voudrait qu'il vienne celui qui peut,
avec une qualification au préalable pour justement spécifier le journalisme, parce qu'à cette allure, on continuera à avoir ceux qui font tout, justement les généralistes qu'on appelle vulgairement les gnossologues. Les gnossologues, il n'y en a pas qu'en politique. Hein. Elle ne consacre pas expressément la fin de peine privative de liberté pour les délits des presse, mais instaure la clause de la démonstration expresse de la mauvaise foi dans la publication des fausses informations ou d'allégations qui auront lésé la personne qui s'est plainte. En outre, elle garantit aux journalistes l'accès aux sources d'informations d'intérêt public non couvertes par le secret, la sûreté de l'État ou la défense nationale. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Donc les journalistes participent dans l'évolution de la démocratie dans un pays. Mais chose étonnante dans notre pays est qu'on n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à dépénaliser le délit de presse. Je me pose la question pourquoi. Cette nouvelle loi est moins répressive mais plus contraignante. Plusieurs facteurs mettent en mal la liberté de l'information en République démocratique du Congo. Il s'agit entre autres de l'environnement politique et sécuritaire marqué par des conflits armés à l'est du pays, l'existence d'une loi sur la presse répressive et vieille de plus de 2 décennies qui criminalise les délits de presse et prévoit des lourdes peines d'emprisonnement de journalistes, de la multiplication des cas d'abus de pouvoir de personnes qui détiennent une parcelle de pouvoir et qui se vengent de journalistes ou des médias qui le dérangent en toute impunité. Le journaliste peut-il continuer de tremper la plume dans la plaie en temps de crise? Comment trouver le bon équilibre entre information d'urgence, information de service au public, information constructive et enquête sans concession sur les réponses apportées par les gouvernements et administrations concernées? Il y a la question de la responsabilité. Un journaliste doit savoir faire la part des choses. Il doit faire attention à ce que ses productions ne soient pas détournées et utilisées contre l'intérêt général, contre l'intégrité territoriale, contre la sécurité de ses compatriotes ou du pays. La solidarité ne devrait pas amener le journaliste à tomber dans le populisme ou à tomber dans les sentiments, c'est-à-dire relayer ceci parce que c'est elle qui l'a dit forcément. Sinon, le travail du journaliste, du traitement ne se fera plus. Cette mission du journalisme vaut tout le temps, mais elle est encore plus nécessaire et d'autant plus délicate à mettre en œuvre en temps de crise. Norman Médé, vous avez longtemps dirigé le ministère de la Communication et Médias, 27 ans après une nouvelle loi. Est-ce que c'est à mettre dans l'actif des avancées? Oui, je dois d'abord déplorer, regretter et même condamner la répression parfois excessive de cette liberté de la presse dont on a parlé au cours de cette journée à laquelle j'ai été convié par le ministre Mouyaya. Mais en même temps, il faut se garder de tout scepticisme exagéré. La loi de 2023 consacre d'abord une dépénalisation partielle. Elle n'est pas totale, on l'aurait voulu totale, et elle est partielle. C'est un cheminement important. Deuxièmement, elle consacre un deuxième principe, celui de la légalisation du droit de réponse. Par rapport à ces affirmations ou ces allégations que ceux de vos collègues que l'on appelle les moutons noirs ont l'habitude de jeter par-ci, par-là, dans les colonnes des journaux, dans vos micros, dans les réseaux sociaux. Donc il y a une consécration du principe du droit de réponse. C'est une avancée qui nous permet de tenir compte de tous les aspects du problème, aussi bien de la liberté d'informer qui doit être garantie, que des droits et des droits de personnes qui peuvent être violés par ceux qui exercent cette liberté d'informer. Voilà ce que je peux dire. Pourquoi devrait être partielle ces dépénalisations? Certaines franges pensent que ça n'arrangerait pas, surtout les politiques. Non, je ne pense pas que le législateur ait estimé qu'il faut légiférer en fonction des intérêts des politiques. Je pense que c'est un projet qui nous est venu du gouvernement dans le sens de tenir compte de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Nous sommes un pays sous état de siège. Et donc, on ne va pas se comporter comme si nous étions dans un pays normal, où tout se passe normalement, où il n'y a aucun danger, où il n'y a aucun intérêt à préserver, où l'armée peut être placée comme ça sous
la vindicte de tout le monde, de tout un chacun, selon la volonté de ceux qui parlent, puisque même l'ennemi risque d'en profiter pour l'affaiblir. Donc la dépénalisation est partielle pour l'instant. On avance vers une dépénalisation totale. Il ne faut pas être trop pressé également. Alors, est-ce que la liberté de la presse ne devrait pas également commencer par la suppression du ministère de la Communication et Médias qui est pris par certains comme l'épée Damoclès? Pourquoi est-ce qu'on doit supprimer le ministère de la Communication? Et qui gérerait alors l'aide publique à la presse? Donc vous n'avez pas besoin de cette aide publique à la presse. Je ne partage pas ce point de vue-là. C'est un point de vue qui est excessif pour le moins. Certaines franges pensent que diriger la presse au niveau du gouvernement, c'est carrément justement museler cette presse. Est-ce qu'il ne faudrait pas la donner exclusivement à des institutions appropriées? Il n'y a aucun secteur de la vie dans lequel l'État met des moyens qui devraient échapper au contrôle de l'État, puisque, avec ce raisonnement, on devrait supprimer le ministère de la Santé et laisser les médecins faire tout ce qu'ils veulent. On devrait supprimer le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et laisser les enseignants faire tout ce qu'ils veulent sans programme. Les tâches ne sont peut-être pas les mêmes. Non, excusez-moi. On devrait supprimer différents autres ministères. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut une autorité de régulation. Et cette autorité de régulation, elle s'exerce au niveau de la profession elle-même, au niveau de l'État à travers le CESAC, le ministère de la Communication et même la gestion des moyens publics. Les régulateurs ne peuvent pas gérer les moyens publics. Il faut que l'État gère ses propres moyens qu'il met à la disposition du public. Et vous n'allez pas me dire qu'on va supprimer aussi les médias publics. Même en France, il y a un ministère de la Communication qui est accolé au ministère de la Culture. Il faut éviter d'aller plus vite que la charrue, mettre la charrue avant les bœufs. Alors ici, dans cette nouvelle loi, les pouvoirs du CESAC est renforcé. Alors, comment justement, quid entre le régulateur et le ministère? Qu'est-ce qu'on devrait redouter? Parce que finalement, le CESAC a plus de pouvoir cette fois-ci dans la régulation. Mais le CESAC fait la régulation et le ministère s'occupe de la gestion des moyens logistiques, financiers que l'État met à la disposition de ce secteur important qui est le vôtre. Je pense que c'est très important et il y a une collaboration. Je n'ai pas senti qu'il y a une sorte de dichotomie entre le CESAC et le ministère. En tout cas, à mon niveau, je ne le perçois pas ainsi. Il y a une collaboration. Longtemps que vous avez été dans ce ministère, et on le sait, d'ailleurs on l'a dit dans ce reportage autrefois, c'est vous qui l'annoncez, la suppression, la restriction de certains médias et fermeture et d'autres. Est-ce que quelques années après, vous vous dites que c'était la solution qu'il fallait pour une vraie démocratie à instaurer à cette époque? Est-ce que vous ne regrettez pas un peu? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous avions des RFI problèmes. fermé à l'époque. Ce n'est pas un média congolais, mon ami. Soyez congolais. Nous avions un problème avec des journalistes étrangers qui travaillaient en dehors de la législation congolaise. Alors ne venez pas me dire que RFI c'est un média congolais. Des journalistes qui ont été arrêtés à l'époque. Allez en France et faites ce que RFI faisait ici. Si vous faites 24 heures, je mettrai ma main au feu. Vous devez respecter la loi française pour travailler en France comme journaliste congolais. Nous demandions seulement aux journalistes étrangers de se soumettre aux lois congolaises. Déranger le pouvoir à l'époque? C'est pas question de déranger. Disait plus ce que les médias congolais ne savaient pas dire. Conformément à la loi congolaise. La loi congolaise, ce n'est pas le pouvoir congolais. C'est différent. Le pouvoir, c'est des individus. La loi, elle est structurelle. Elle est survie même aux individus. Les individus sont passés, la loi est toujours là. Elle reste. Oui. Alors aujourd'hui, par exemple, le gouvernement congolais appelle les journalistes à la solidarité nationale, ne pas diffuser certaines informations. Concernant l'armée notamment et la sécurité. En temps de crise. Alors comment jugez-vous justement, comment le journaliste devrait faire l'équilibre entre dire la vérité et ne pas livrer certaines informations? Mais puisque vous avez pris l'habitude de vous inspirer de vos confrères de l'hémisphère nord, regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez vu un jour un journaliste français ou belge ou allemand critiquer l'Ukraine, quel que soit ce qui se passe en Ukraine de mauvais? Non, ils ont pris position et ils développent leurs argumentaires en fonction de la position que leurs pays ont prise dans ce conflit, même en disant même des mensonges. Mais ils développent un argumentaire qui donne l'impression que la Russie, c'est le gros diable et l'Ukraine, c'est le saint, ce qui n'est pas le cas en réalité.
Il y a l'avènement Prenez des exemple aussi chez eux. Il y a l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, que l'information circule parfois au jeu de l'exclusivité de certaines informations, n'émanent pas forcément des journalistes, mais des Congolais lambda avec l'avènement des réseaux sociaux. Comment pensez-vous justement qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux devraient faire? Comment est-ce qu'ils devraient réguler cela pour empêcher la fuite de certaines informations? Les réseaux sociaux doivent être intégrés dans le secteur formel. De la même façon que nous demandons en matière économique, j'entends souvent notre ami Al Kitenge, que vous avez interviewé pour un autre dossier, parler de la nécessité de formaliser l'informel. Il est important que les réseaux sociaux puissent avoir à l'esprit qu'ils doivent remplir les mêmes conditions que l'on demande aux journalistes institutionnels que vous êtes. La nouvelle loi sur le numérique, on parle, d'ailleurs. Voilà, la nouvelle loi doit s'appliquer de la même façon aux réseaux sociaux qu'aux institutionnels, et les moutons du Seigneur seront très bien gardés. Alors, avant de terminer, vous l'avez vu dans ce reportage, aujourd'hui, devenir journaliste en République démocratique du Congo, il faudrait forcément passer par un cursus universitaire. D'autres estiment plutôt qu'il faudrait des spécialités avec un background, une spécialité, puis venir avoir le b.a.-ba du journalisme. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que le journalisme a des règles, que l'on n'étudie pas seulement dans les grandes écoles. Il y a des séminaires que l'on peut organiser, mais je pense que d'après ce que le ministre Mouyaye avait dit ce jour-là, c'est soit sortir d'une grande école de journalisme, notamment l'IFASIC, soit sortir de n'importe quelle école avec un niveau de licence et avoir 3 ans d'expérience dans le domaine qui est le vôtre. Je pense que le juste équilibre a été trouvé à ce niveau-là. Lambert Mende, aujourd'hui, avant de terminer, quel état de lieu vous faites aujourd'hui de la situation du journaliste en République démocratique du Congo? La presse congolaise a pris ses libertés par rapport à la presse de tous les autres pays de la région, c'est-à-dire du continent africain. La liberté de la presse est une réalité au Congo depuis les années de la conférence nationale souveraine. Et elle n'a fait qu'évoluer vers plus de liberté encore. Ce que la presse congolaise fait aujourd'hui, la presse rwandaise ne serait pas capable de le faire, même à 1/10%. C'est impossible. Donc soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de ce que vous êtes, et soyez reconnaissants aussi aux dirigeants congolais qui ont accepté d'élargir les espaces de liberté chaque année un peu plus, pour que nous soyons différents, parce que par la liberté de la presse, nous accentuons le caractère démocratique de ce pays que les pères de l'indépendance ont voulu démocratique. Une liberté de presse politisée, vous pensez également? Politisée, pas politisée, vous savez, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts socio-culturels qui entrent en jeu. Tout cela entre en jeu, mais il faut une régulation pour permettre cet équilibre entre l'intérêt général et les intérêts des particuliers. Lambert Mende Omalanga, je rappelle que vous êtes acteur politique, président de la Convention des Congolais Unis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi.